L'ancien directeur général de l'ATCI, l'Agence de télécommunications de Côte d'Ivoire. Voilà, effectivement. Merci beaucoup donc pour cette précision. Hein. Et auparavant, je crois que vous avez travaillé pour donc le groupe Exxon pendant près de 11 ans. Et ensuite, vous avez occupé aussi des fonctions aussi à Côte d'Ivoire Télécom, Orange, Côte d'Ivoire et aussi Multimédia, avant donc d'être nommé donc le directeur général. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez été un peu remplacé dans des conditions un peu floues par donc le ministre Bruno Koné. Pour le moment, vous avez jugé bon certainement donc de ne pas répondre à ça, mais pour les auditeurs qui sont en ligne, nous aimerions donc savoir est-ce que vous avez peut-être une petite déclaration ou bien j'allais dire une petite information à donner certainement à ces auditeurs par rapport un peu à ce qui s'est passé au niveau donc de votre fonction donc à la ATCI, voilà. Écoutez, j'ai décidé volontairement de ne pas réagir sur cette affaire. Je m'offre l'opportunité donc de réagir comme venu. J'ai été accusé donc d'insubordination. La seule chose que je peux vous dire à ce stade, c'est que d'un point de vue juridique, la société d'État ATCI était donc dotée d'un conseil d'administration dont je dépendais. Donc, en d'autres termes, j'étais placé sous l'autorité hiérarchique d'un conseil d'administration. Donc, si insubordination il devait avoir, c'est vis-à-vis donc de l'autorité donc du conseil d'administration et non de l'autorité de tutelle. Pour le reste, je me réserve le droit donc d'apporter donc les éclaircissements qu'il faut au moment venu. Voilà. Mais l'autre question que nous avons posée, vous êtes un juriste averti. Hein? Alors, les auditeurs se posent la question de savoir, vous avez été nommé par décret présidentiel. Est-ce qu'un ministre peut certainement vous limoger hein? Alors, de façon générale, sans pourtant parler exactement de votre cas, en tant que professionnel que vous êtes, est-ce que vous pouvez certainement donner au point beaucoup plus d'informations par rapport à cela? Écoutez, ça a été le paradoxe, et ce n'est pas vous dire si vous voulez entrer dans des polémiques inutiles, ce que je ne souhaite pas faire maintenant. En tout état de cause, il y a un principe fondamental de droit qui dit ce qu'on appelle un parallélisme des formes. En d'autres termes, si vous aviez été nommé par un décret, seul un décret peut vous révoquer. Je fais simplement remarquer que ça n'a pas été le cas et que j'ai été donc révoqué par une décision du conseil d'administration. Ok, d'accord, voilà. Alors, votre formation politique, c'est bien le PDCI-EDA, n'est-ce pas? Tout à fait. Et comment se porte actuellement le PDCI-EDA? Certaines personnes disent que votre formation politique est en train de descendre un peu des charrues dans le sida. Hein. Vous êtes aujourd'hui pratiquement un peu la troisième formation politique au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Alors, comment se porte de façon générale votre parti? Écoutez, tout dépend de quel côté on se place. Il y en a qui estiment que le PDCI doit faire la mue, il y en a qui estiment que le PDCI est en train de se rabougrir. En ce qui nous concerne, nous pensons que le PDCI, comme toute entreprise humaine, a besoin de se renouveler, a besoin donc de se rajeunir. Hein. D'ailleurs, ça a été donc le thème fort des vœux que le président Henri Konan Bédié a émis lors donc des vœux qu'il a exprimés à l'endroit donc de l'ensemble des Ivoiriens. Donc, le rajeunissement du PDCI, j'en suis sûr, il fera du bien. Mais est-ce que c'est un peu le cas aujourd'hui, hein, avec tout ce qui se passe? C'est pratiquement les mêmes que nous avons connus il y a 40 ans, qui sont toujours au pouvoir, qui se disputent encore, si vous voulez, hein, les postes avec certainement les jeunes, hein, un peu ambitieux, qui veulent certainement apporter un sang nouveau au PDCI-EDA comme vous. Est-ce que c'est réellement le cas en ce moment? Si nous l'appelons de tous nos voeux, c'est bien parce que c'est le cas. Si le président Henri Konan Bédié est né donc heureux, c'est bien parce qu'il a un projet. Donc, pour notre part, nous faisons entièrement confiance au président Henri Konan Bédié pour mettre en forme
ne pas dire mettre en œuvre cette dynamique, n'est-ce pas, donc de rajeunissement. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc revenons un peu. Vous êtes donc de la région donc du Bélier, précisément, je pense à Toumoudi. Et cette région donc du Bélier comprend donc Didiévi, Djekano, Thiébissou et voilà la région donc de Toumoudi. Alors, vous êtes candidat et nous avons aussi appris aussi que monsieur Aoussou Jané est aussi candidat dans cette région. Alors, dans les sorties médiatiques, vous avez expliqué un peu ce qui s'est réellement passé. Alors, les auditeurs aimeraient d'abord savoir, sans pourtant rentrer dans tous les détails, de façon un petit résumé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a donc 2 candidats du PDCI dans cette région? Il n'y a que la décision du président Henri Konan Bédié d'établir un consensus entre des militants donc du PDCI qui aspiraient donc à la présidence donc du Conseil général. Il y a que donc cette décision de consensus n'a pas été respectée par le Premier ministre Aoussou Jano, laquelle décision faisait de lui donc la tête de liste. Et en ce qui nous concerne, au titre de Toumoudi, le premier vice-président. On ne peut pas accepter une partie de la décision et rejeter donc de manière unilatérale les autres modalités du consensus. Admettez-le. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que M. Aoussou Kouadio a suivi donc la voie, j'allais dire, de votre parti, il s'est fait donc représenter par donc les élus locaux, et que vous auriez certainement voulu opter un peu ce qu'on appelle le shortcut en ayant donc l'aval donc du président Henri Konan Bédié. Alors, que répondez-vous à ça? Non, vous savez, je l'ai démontré à plusieurs reprises que une candidature est un acte essentiellement volontaire. Heureusement d'ailleurs, à aucun moment, les textes donc, de notre parti, le PDCI-RDA, n'exigent que vous soyez présenté par une base. En revanche, on vous demande de déposer votre candidature auprès d'une délégation dans laquelle vous militez. Donc ça veut dire que c'est une démarche volontaire auprès de votre délégation. On n'a pas dit que c'est la délégation qui vous présente. Donc c'est une nuance importante. À partir de cet instant, les délégués n'ont pas à apprécier l'opportunité de votre candidature. En l'espèce, et dans le cas du Bélier, qu'avons-nous constaté, c'est que l'ensemble des délégués PDCI étaient eux-mêmes candidats. Comment voudriez-vous, dans ces conditions, qu'ils soient habilités à apprécier ou à examiner la candidature donc des autres, de leurs adversaires? Il y a bien là ce qu'on appelle un conflit d'intérêts, un conflit of interest. Vous voyez bien, on ne peut pas à la fois être juge et parti. Admettez-le. Alors, voilà, nous suivons. Donc, ce qui est sûr, il n'y a pas pu, votre parti n'a pas certainement pu trouver donc une solution certainement à ce différend entre guillemets qui vous oppose à monsieur Aoussou, si je comprends bien. Je vais expliquer qu'il y a eu une ruse. D'une part, on a tenu compte du fait que les têtes des listes étant déjà publiées, le PDCI ne reviendrait pas là-dessus, à 48 heures du dépôt initial des candidatures. On a pensé que nous n'aurions pas l'opportunité de déposer une lutte concurrente. Et nous avions indiqué que cette ruse avait emporté sur la sagesse du président Henri Konan Bédié. Ce qui, en ce qui nous concerne, justifiait l'opportunité que nous recourions à cette candidature dans le cadre de la liste que nous avons appelée la liste Agir Ensemble. Une liste qui a pour symbole donc la DADA et l'INAM et qui regroupe, je peux vous dire, l'ensemble des sensibilités politiques du pays. C'est une liste d'union, c'est une liste qui réconcilie les fils et les filles de la région du Bélier entre eux et autour de leur développement.
Alors, puisque vous êtes en train de parler de votre région, hein, pourquoi êtes-vous donc candidat? Est-ce que certaines personnes se disent, bon, c'est parce que vous avez perdu certainement votre poste, hein, que vous êtes en train de chercher un point donc de chute. Alors, que répondez-vous à ces personnes? Je peux vous dire que ma candidature, le principe même de ma candidature date depuis plus de 4 ans, à l'époque du conseiller général. J'étais donc directeur juridique et fiscal de Côte d'Ivoire Télécom Orange Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que je n'étais pas encore directeur général de la TCI. Au passage, je peux vous dire que je n'ai passé que 13 mois à la TCI. Et ça n'a pas permis de faire ma vie, ou alors de me permettre de faire naître des ambitions en moi. Donc ça fait plus de 4 ans que nous assistions nos parents, que nous luttions contre la misère auprès de nos parents dans la région et dans le département de Toulouse. Donc, je n'ai pas à la limite à m'adresser personnellement à ceux qui le pensent, à chercher un point de chute. Je l'ai déjà indiqué, j'ai un 3e cycle de fiscalité appliquée. Et quand on a un 3e cycle de fiscalité appliquée, on ne peut être ni chômeur en Côte d'Ivoire, ni dans le monde entier. Alors, pourquoi êtes-vous donc candidat, alors? Pourquoi? Je suis candidat parce que je porte en moi et envers donc mes frères un projet de développement. La lutte contre la pauvreté. Ce qu'on appelle le back to basics. Vous vous rendez compte que dans certaines contrées, dans certains villages, il n'y a même pas d'eau. L'eau potable. Et que les gens injectent en eux l'eau pour faire cause. Parce qu'ils prennent directement l'eau des rivières stagnantes et ils boivent sans traitement. Là où, à côté, il y a de l'opulence. Il y a souvent des dispensaires où il n'y a même pas une aiguille. Il n'y a pas le petit comprimé de Nivatine, d'aspirine. Il faut remédier à tout cela. Notre projet porte en lui une ambition de lutter contre la misère, d'apporter en tout cas les premiers soins, les premiers produits de nécessité, les premiers besoins, en tout cas, à nos frères et sœurs dans notre région. Alors, certaines personnes vous diront que c'est pratiquement ce que tous les candidats disent, hein. Et une fois qu'ils sont élus, ils ne font pratiquement plus rien. Permettez-moi un peu. Pourquoi vous serez... En ce qui nous concerne, nous n'avions pas eu besoin d'être élus pour commencer à faire ce travail. Il suffit donc de mener une enquête sur le terrain et vous le saurez. Alors, l'autre question fondamentale, vous allez donc affronter donc M. Ahoussou Jano, l'ancien Premier ministre, c'est un peu comme un éléphant dans une maison. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez donc les moyens de battre M. Ahoussou Jano dans votre région? Il y a aussi sa région. Écoutez, je suis même surpris que vous n'ayez pas évoqué en ce qui concerne le Premier ministre Ahoussou Jano, le fait qu'il y ait la présidente du conseil régional à l'époque pour un reconfort moral. Je peux vous dire que le thème ou l'aspect ou l'élément de reconfort moral a été celui-là même qui a été mis en avant pour justifier la nécessité donc de sa candidature. Outre le problème donc des enjeux politiques futurs, on ne sait pas très bien ce qu'on y met. Ne pas avoir peur ou avoir peur de rencontrer ou d'affronter le Premier ministre Ahoussou Jano, je vous répondais tout sagement que c'est le jeu de la démocratie et en la matière, ce sont les populations, donc c'est donc le terrain qui décide. Alors, voilà. Merci beaucoup. Avant de vous poser d'autres questions, nous avons donc beaucoup d'auditeurs en ligne. Alors, nous allons d'abord aller donc dans l'état donc de Maryland avec monsieur Laurent Agueyi, qui est donc lui écrivain, dans l'état donc de Maryland aux États-Unis. Monsieur Agueyi, vous avez donc monsieur Aloko Kwasi Arthur en ligne pour votre question. Merci Jacques. Merci frère Aloko Kwasi. Nous vous encourageons pour le combat que vous menez pour votre pays. Tout à l'heure, Jacques vous a posé la question, mais pourquoi vous voulez être candidat? Vous avez dit c'est pour le développement de la région. Alors, si vous voulez le développement de la région, ça veut dire que vous voulez le développement de la Côte d'Ivoire, votre pays. Alors, la question que je vais vous poser, comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut accéder à ce développement dont vous parlez, sachant que le pays
l'économie du pays est basée sur l'agriculture, c'est-à-dire les forêts. Alors, quel développement vous voulez avoir en Côte d'Ivoire si vous savez très bien que les forêts de la Côte d'Ivoire sont bradées en ce moment, sont à la disposition de la sous-région, la CEDEAO. Quel genre de développement vous voulez pour la Côte d'Ivoire? Pouvez-vous nous expliquer cela, cher frère? Ah, voilà. Aussi, vous êtes donc dans votre région, hein, dans un moment donné, la région donc de Tiébissou, elle a un degré moins tout maudit, avec donc une invasion donc de la rébellion, ce qui a pratiquement fragilisé un peu, j'allais dire, hein, tout ce qui est comme développement au moins dans ces régions. Est-ce qu'aujourd'hui, hein, vous avez certainement les moyens de votre ambition? Écoutez, l'agriculture, c'est vrai, et ce secteur qui a donné à la Côte d'Ivoire l'essentiel donc de son développement, donc c'est un moyen donc du développement, c'est un moyen, c'est une voie qui doit être servie donc de la Côte d'Ivoire et pour longtemps encore. Mais je peux vous dire, tout à l'heure, j'ai évoqué un principe du back to basic. On constate qu'aujourd'hui, on veut aller aussi rapidement que donc les pays développés. Mais les fondamentaux de base, on ne les amène pas. Je viens de vous dire tout à l'heure qu'on n'a même pas dans certains villages de l'eau pour boire. Pour eux, le développement, ce serait déjà commencer par boire de l'eau, ne serait-ce que ça, de l'eau potable pour bien se porter. Une pompe hydraulique déjà, ça leur apporte ce développement-là. Et alors pour qui c'est l'électricité. Pour leur apporter de l'électricité, c'est faire un pas vers le progrès. Je signale le passage que quelque chose étant relative par ailleurs, j'allais dire. Tout est relatif. Moi, si par exemple, pour être heureux, il faut manger du riz tous les jours, il y en a pour qui ça peut être le caviar, il y en a pour qui ça peut être la viande de je ne sais quoi. D'accord? Donc, quand on parle de développement, il faut relativiser. Il faut simplement rechercher quel niveau de développement ou quels sont les besoins adaptés au niveau de la population nous recherchons. C'est cela. C'est cela qui nous fait généralement défaut parce qu'on fait des copier-coller. Le développement, par exemple, que nous voulons que pour la région du Bénin n'est pas forcément celle-là qui peut correspondre à la région du Hambol ou à la région du Caucase, et ainsi de suite. Et il faut que, de manière résolue, que nous tenions compte des réalités et des besoins des populations pour faire le développement. C'est cela. C'est de ça que nous parlons. Alors, le deuxième volet de sa question, hein, il parlait donc un peu de la Côte d'Ivoire, des forêts qui seraient donc occupées par des non-ivoiriens ou bien bradées. Alors, est-ce que vous avez au moins une réponse à cela? Écoutez, nous sortons de crise et je pense que ce sont des choses qui vont se régler donc au fur et à mesure. En ce qui concerne donc les terres, vous savez que il y a une loi, j'allais dire, la seule loi qui a fait l'unanimité à l'époque du président Henri Konan Bédié, je crois que c'était la loi sur le foncier rural. C'est ça. On était tous d'accord pour que pour être propriétaire d'une terre en Côte d'Ivoire, d'une terre rurale en Côte d'Ivoire, je crois qu'il fallait être ivoirien ou avoir une société de droit ivoirien. C'est une loi qui, en soi, continue donc d'avoir un effet. Elle n'est pas encore abrogée. Quand une loi n'est pas bonne, il faut l'abroger. Donc il faut espérer simplement que cette loi puisse se mettre en œuvre dans le processus de normalisation qui est en cours actuellement. Alors, Monsieur Aguiyi, je vais revenir vers vous un peu plus tard, puisque c'est une longue distance. Deux fois, nous avons des intempéries. Donc, je vais permettre certainement aux autres frères du panel de poser des questions et puis revenir vers vous pour votre deuxième question, si ça ne vous gêne pas. Il n'y a pas de problème, Jacques. Pas de problème. Voilà, alors, nous allons quitter donc Monsieur Laurent Aguiyi pour aller donc du côté donc du Pasteur Nda. Hein. Pasteur Nda, allez-y pour votre question. Alors, Pasteur Nda, est-ce que vous m'entendez? Jacques, oui Jacques, bonsoir à votre invité, M. Aloko.
J'ai une question, en fait. Bon, ce que je voudrais lui demander, c'est simplement comment n'est-ce pas, le PDCI se porte. Je ne sais pas si c'est du PDCI ou bien du RHDP, mais comment le PDCI se porte face à toutes ces petites batailles rangées, si on peut appeler un peu ici ces petits problèmes-là. Alors, comment le PDCI gère la situation, voilà, entre les différents membres de la maison. Voilà. Des États-Unis. D'accord, les différents candidats. Alors, il avait déjà répondu à une partie donc à cette question, hein, Monsieur Aloko. Hein. Quand il avait déjà répondu, ben, comme j'ai pris ça en marche, je n'ai pas de question. Voilà, il n'y a pas de problème, je crois qu'il reviendra un peu sur cette question, comme il y a le PDCI hein, par rapport donc à ces nominations. Est-ce que le président Henri Konan Bédié ne pouvait pas certainement trouver donc une solution aux différends qui vous posent à Monsieur Aoussou? Le fait de n'avoir pas trouvé une solution, est-ce qu'on ne peut pas dire que bon, le PDCI EDA en réalité, n'existe que de nom, que la tête ne fonctionne pas très bien, comme le disent certaines personnes? Bon, je ne crois pas qu'on puisse dire que le PDCI ne fonctionne pas très bien. Il y a que partout dans le monde, il y a la désobéissance. Il y a des gens qui respectent, il y a des gens qui ne respectent pas, même les lois les plus corsées, j'allais dire. En l'espèce, et je le répète, le président Henri Konan Bédié a fait ce qu'il fallait faire, à savoir établir le consensus. Il a pris une décision pour faire donc la tête de liste du Premier ministre Aoussou, notamment. Le Premier vice-président Arthur Aloko, et il était question que nous établissions donc la liste ensemble. Face donc à cette décision, vous vous heurtez à un refus. J'avais dit à une ruse. Qu'est-ce que je l'ai indiqué tout à l'heure? L'on a attendu que les têtes de liste soient publiées pour refuser donc à 48 heures du dépôt initial donc des listes d'appliquer l'autre modalité de la décision de consensus. Dans ces conditions-là, on ne peut pas en vouloir au président de Konan Bédié. Il faut en vouloir à ceux qui sont des hauts responsables donc, de ce parti, qui créent eux-mêmes effectivement la chiennerie. Chiennerie qui, bien entendu, aura pour effet donc d'affaiblir le parti à l'avenir. Alors, nous allons aller donc dans l'état donc de Boston, qui est avec Sister Sarah, enseignante. Bonsoir, Sister Sarah. Vous avez donc Monsieur Aloko Kwasi Rature donc en ligne. Allez-y pour votre question, Sister. Merci Jacques. Bonsoir à vous et puis bonsoir Monsieur Aloko. Bonsoir. Voilà. Alors, moi j'ai une petite question personnelle que je voudrais vous poser. Sinon deux questions. La première, c'est quelle est votre appréciation, comme on dit en anglais, overall, c'est-à-dire de façon, par une vue globale, quelle est votre appréciation du président Ouattara après ce qui vous est arrivé? Est-ce que cela confirme le rattrapage du Nord qui est en marche en Côte d'Ivoire que nous constatons tous, ou bien alors vous pensez que c'est juste un accident de parcours? Et puis est-ce que M. Ouattara vous a rappelé, est-ce qu'il vous a reçu, est-ce qu'il vous a parlé, qu'est-ce qui s'est passé après tout cela? Voilà un peu la question que moi je voudrais vous poser. Merci. Monsieur Aloko. Oui, merci de cette question. Je peux vous dire, et sans faire de la politique ou bien sans tourner autour du pot, que je ne m'inscris pas du tout dans ce petit sobriquet de rattrapage en toute sincérité. Il y a que on m'a reproché d'être insubordonné. Je viens de vous faire la preuve par 4 que je n'étais pas dans un lien de subordination vis-à-vis de ma tutelle, et qu'en conséquence, je ne pouvais donc pas être insubordonné. Parce qu'il y ait insubordination, il lui fallu un lien de subordination, ce qui n'existait pas. Parce que les gens, généralement, manquent de lecture institutionnelle.
il manque de lecture institutionnelle. On croit que parce qu'on est une autorité de tutelle technique, on peut s'impliquer dans la gestion au quotidien d'une société d'État en outrepassant le conseil d'administration qui, lui, a la responsabilité de la gestion au quotidien à partir du moment où elle définit les politiques qui seront ensuite, par la suite, mises en œuvre par la direction générale que j'incarnais. Vous voyez? Donc, il n'y a absolument pas eu d'insubordination, je peux vous le dire, mais il y a eu autre chose. Je vous dis, et que je vous le répète, que je me ferai fort le moment venu d'apporter tous les éclaircissements qui soient possibles sur cette affaire. Pour l'heure, je puis affirmer que je n'étais pas dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de l'autorité de tutelle technique, puisque cette autorité de tutelle technique ne pouvait emporter qu'une collaboration technique sur des sujets précis, et non établir un lien de subordination. J'étais dans un lien de subordination juridique vis-à-vis du conseil d'administration qui ne m'a absolument rien reproché jusqu'à ma révocation. Voilà, merci. Alors, si c'est Sarah, je crois que c'était la première question, ou bien c'était, mais vous avez combiné les deux questions maintenant. Il n'a pas répondu à ma question la plus importante. Hein. Je voudrais savoir ce qu'il pense de la gestion de façon générale. Oui, j'ai dit que je ne m'inscrivais pas dans les sociétés du type rattrapage ethnique ou autre. En tant que tel, je considérais qu'il y a eu un problème avec l'autorité de tutelle et qui nous a reproché d'une insubordination. Laquelle insubordination n'a jamais été caractérisée jusqu'à ce jour. On ne nous a pas dit en quoi a consisté l'insubordination. Ça s'est manifesté comment? Ça s'est traduit comment? On ne nous a jamais signifié. C'est moi mon inquiétude. Vous avez un président de la République qui vous a fait partie, qui vous a appelé en Côte d'Ivoire pour aller servir votre pays. Vous avez un chef d'État qui a signé un décret pour que vous soyez nommé à une position. Et donc, il y a une petite manipulation ethnique, ou je ne sais pas comment l'appeler, ou bien amitié entre les individus, qui vous a enlevé à votre poste. Est-ce que le président, en tant que le gestionnaire de la Côte d'Ivoire, celui qui vous a nommé, est-ce que le président vous a reçu? Est-ce qu'il vous a expliqué les raisons? Et puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a pris des mesures? Voilà un peu. Le président, je peux vous dire directement que le président ne m'a pas encore reçu, mais je ne désespère pas qu'il le fera. D'accord. Alors, on reviendra donc, si c'est Sarah, je crois, voilà, on reviendra un peu à vous, voilà, au deuxième tour. Hein. Comme il a dit, pour le moment, il préfère pour le moment ne pas rentrer dans les détails. Et les jours à venir, il dit qu'il nous donnera pratiquement beaucoup plus d'informations par rapport à ce qui s'est passé réellement. Voilà. Je vais aller donc du côté donc de l'enseignant aussi, Monsieur Jean-Basile Ngueta. Bonsoir, Monsieur Ngueta. Hein, vous avez donc Monsieur Aloko en ligne. Oui, bonsoir Jacques Roger et bonsoir Monsieur Aloko. Bonsoir à tous les auditeurs. Ma question se réfère à ce que, si j'ai bien entendu, parce que je prends l'émission en cours, je crois savoir que M. Aloko tout à l'heure fait référence aux différends qu'il oppose à monsieur le Premier ministre Aoussou Diallo, à un manque de, on pourrait appeler ça, il y a une certaine indiscipline, ou bien comment est-ce que je pourrais caractériser ça? Je veux dire que la ruse, voilà. La ruse qui entoure tout ce différend-là. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que M. Aloko a saisi le conseil de discipline du PDCI? Parce que je pense que, bon, moi je ne suis pas du PDCI, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je pense qu'il doit y avoir quand même un conseil de discipline au sein du PDCI, et que, bon, peut-être que ce différend-là aurait pu être, comment on appelle ça, posé devant le conseil du PDCI, pour que, bon, le PDCI, en tant que parti politique, et ayant aussi des institutions fortes à son sein, puisse départager, je veux dire, les deux partis. Alors, quelles sont les actions qui ont été menées au sein du parti pour pouvoir régler ce différend-là? Alors, je peux vous dire que j'ai immédiatement informé le président du parti. J'ai informé le secrétaire général du parti, le professeur Alphonse Guémadi,
Et moi-même, étant membre du conseil politique de la JPDCI, donc j'ai informé également le président de la JPDCI, l'honorable Konan Kwaku, pour que nul n'en ignore. Alors, et après, est-ce qu'il y a une suite pour le moment? Est-ce qu'il y a une suite ou bien c'est toujours le statu quo? Pour l'instant, il n'y a aucune suite. Et je peux vous dire que nous sommes candidats au conseil donc, régional sous donc, la liste Agir ensemble. Et je l'ai dit tout à l'heure, le Sénat Simone Seradaba, qui incarne donc le travail, et l'INAM, qui est donc la récompense donc, de notre travail et qui symbolise la région dont nous sommes issus. Alors, M. Jacques Roger, est-ce que ce différent n'est pas de nature à favoriser le terrain à d'autres partis politiques dans cette région? Parce que, d'autant plus que nous savons que M. Aluko et sa candidature et bien sûr la candidature du Premier ministre sont de nature à fragiliser le PDCI. Et donc, est-ce qu'ils ne sont pas en train de poser les jalons pour que d'autres partis politiques aussi qui vont compétir avec eux sur le terrain puissent gagner facilement des élections régionales du côté du Bélier de par leur division? Alors, vous ne croyez pas... Je l'ai indiqué tout à l'heure, je tiens à vous rassurer que notre candidature regroupe l'ensemble des idéologies politiques. Vous y trouverez donc des militants du RDR, du PDCI, du FPI même, je peux vous le dire, du PIT, du MFA, de l'UPC, de l'UDPCI. À ce jour, il faut considérer que ce sont donc deux militants du PDCI sous des bannières donc différentes, donc qui compétissent donc dans la région. Dans tous les cas, la victoire reviendrait à une tête de liste PDCI. Parce qu'il n'y a que deux candidats qui sont connus pour l'instant. D'accord, ok, voilà. Alors, tout à l'heure, monsieur, je vais permettre encore monsieur Agueyi, puisqu'il est encore en ligne, de poser d'abord sa deuxième question avant donc de prendre une personne. Alors, monsieur Agueyi, allez-y pour votre deuxième question. Merci, Jacques. Alors, frère Aloko, ma deuxième question, c'est par rapport à la constitution ivoirienne qui dit dans son article 22 que nul ne peut être détenu arbitrairement. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le gouvernement qui est en place respecte la constitution ivoirienne, ne serait-ce que même le serment du président qui a dit si il ne procure pas aux citoyens ses libertés et autres, que le peuple lui retire sa confiance. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que nous sommes dans un état où le peuple doit lui retirer sa confiance? Voilà, de façon générale, hein, monsieur Arthur, l'écrivain Agueyi un peu de la gauche un peu, hein, voilà, du camp donc de monsieur Laurent Gbagbo qui supporte beaucoup. Alors, donc vous comprenez un peu sa question, c'est beaucoup plus par rapport un peu, non seulement à la Côte d'Ivoire, mais par rapport donc aux pro-Gbagbo, hein, qui sont encore en exil, hein, voilà. Écoutez, c'est une question qui relève donc de la justice. Et j'ai pour principe que lorsque les affaires, en tant que juriste en plus, que lorsque les affaires sont pendantes devant la justice, je ne me prononce jamais publiquement. Je peux émettre un point de vue technique et pas plus. En la matière, tant que je n'ai pas connaissance des dossiers, en fait, de procédures, des faits qui sont incriminés et des décisions qui sont prises, vous comprenez que je ne peux pas émettre l'avis du technicien que je suis. Permettez donc que je me réserve à cette décision. D'accord. Alors, monsieur Agueyi, hein, voilà, c'est clair, voilà, c'est un professionnel, hein. Donc, il attend d'abord que la justice d'abord se prononce un tout petit peu avant de donner un peu son point de vue par rapport à ça. Je ne sais pas s'il a répondu à votre question ou bien vous voulez reformuler votre question, hein, monsieur Agueyi.
Bon, Jacques, c'est un technicien, je respecte sa position, je ne voudrais pas pousser plus loin qu'il ne puisse aller. Donc, je lui concède cela. D'accord, voilà. Alors, merci à Monsieur Agueyi, qui est donc dans l'état de Maryland. Voilà. Alors, avant d'aller du côté de quelques auditeurs, alors je crois que tout est. Si c'est Sarah, est-ce que votre question, vos deux questions, est-ce que vous êtes satisfaite aux réponses de vos deux questions, ou bien vous avez une autre question en vue? Bon, Jacques, je ne suis pas satisfaite, mais je comprends quand même la position de M. Aloko. Il est toujours en Côte d'Ivoire, il est au milieu des dozos, il est au milieu de tous ceux qui aiment Ouattara. Je crois que si les gens l'ont traité comme ils l'ont traité et que le président jusqu'à présent n'a rien dit, ça fait bientôt plus de 6 mois. Bon, c'est son choix. Il est en Côte d'Ivoire, il faut qu'il se protège. Mais j'ai l'impression quand même qu'il a beaucoup de réserves dans les réponses. Et bon, on ne peut pas le forcer à aller plus loin que ça. Il y va de sa sécurité, je comprends. Alors, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, vous devez comprendre, non seulement c'est un juriste, et puis aussi c'est un politicien dans une telle situation. Bon, il est obligé certainement de vous donner des réponses, et voilà, en tant que bon politicien et puis bon que juriste, voilà, si c'est Sarah. Alors, merci, Sister Sarah. Alors, avant de prendre une autre question des auditeurs, je ne sais pas sur le pasteur Da, ou bien M. Ngueta, vous avez une autre question, ou bien je vais aller du côté de Mme Nyouan, grand militant du PDCI-RDA, aussi de la région du Bélier, je ne sais pas si elle est en ligne. Alors, Mme Nyouan, est-ce que vous êtes là? Bonsoir, Jacques. Oui, bonsoir, Mme Nyouan. Alors, vous avez votre jeune frère, qui est donc dans la même région que vous, et voilà, candidat contre votre autre frère, M. Jano Aoussou. Alors, allez-y, madame. Mes deux frères se battent, je ne sais pas de quel côté je pourrais me mettre. Alors, c'est du côté du plus jeune, alors. C'est du côté de celui qui se bat pour la vérité, comme toujours. Frère Aloko, bonsoir. Je suis Madame Nyouan, effectivement. Oui, je suis militant du PDCI-RDA et c'est du côté de mon parti que je vais orienter, enfin de notre parti, que je vais orienter mes questions. D'abord, votre candidature à laquelle s'oppose celle de l'ancien Premier ministre Aoussou Jano est un problème récurrent dans notre parti. Plutôt que de passer par les stratégies de consensus, pourquoi ne pourrions pas, nous, PDCI et militants du PDCI, être pour une fois pragmatiques et proposer les primaires pour départager les candidats dès lors que de telles questions se posent et qu'on ait recours toujours au président du parti pour décider, ce qui n'est pas son rôle de décider de qui peut être candidat et de qui ne peut pas être candidat. Donc ma première question est de savoir pourquoi refusons-nous encore aujourd'hui, nous au PDCI, parti qui se dit démocratique de Côte d'Ivoire, d'appliquer pour départager nos candidats. Première question. Je souhaite que vous me donniez la réponse à vous. Je vous pose une deuxième question, s'il vous plaît. Alors, monsieur... Merci, cher frère. C'est une sœur, c'est ça? Oui, sœur. Voilà. Je suis une sœur. J'ai la voix d'un homme, mais je suis une sœur. D'accord, merci. Merci, chère sœur. En tout cas, du PDCI-RDA, vous avez entièrement raison. J'ai là-dessus pour dire vous avez entièrement raison. Parce qu'il faut les critères objectifs de désignation donc des candidats. Mais hélas, regardez un peu la situation dans laquelle se trouvent nos bases. Quand vous prenez les textes, par exemple, de notre parti, on vous dit une section doit avoir 30 personnes. Combien de délégués ont pu, à ce jour, tenir à jour les fichiers nominatifs de leurs militants? Dites-moi, sincèrement. Et comment pouvez-vous faire, dans ces conditions-là, des élections primaires sans fichier nominatif? C'est là le gros problème. C'est un objectif à peine. Et c'est ensemble, à mon humble avis, que nous devons œuvrer pour instituer définitivement les primaires. Voyez-vous, le travail que
notre frère Désiré aussi à savoir en train de mener au niveau de la direction administrative donc du PDCI RDA, c'est justement cela. Avoir des bases saines, avoir des militants connus, avoir des sections qui effectivement auront 100 militants, sinon on les ferme, de manière à ce que, le moment venu, nous puissions organiser des élections primaires pour désigner les candidats. C'est le seul moyen, parce que tout le reste, donc de frustration, tout le reste est porteur donc d'arbitraire, et bon, ça favorise aussi donc les candidatures indépendantes, vous voyez. D'accord. Merci bien. Jacques, je peux poser une deuxième question? Oui, allez-y, madame Yuan. Voilà. Bon, cela étant dit, vous me rejoignez sur les méthodes de gestion de notre parti que moi je décris depuis des années. Vous parlez d'un fichier de démembrement de nos militants qui n'existe pas. Ce qui est un fait nouveau pour nous. Quand on savait que du temps du parti unique, tous les militants étaient enregistrés dans les villages les plus reculés. Vous le saviez. Où le parti avait des secrétaires généraux de section dans tous les villages qui connaissaient les militants de base jusqu'au sommet. Et que depuis la gestion du président Henri Konan Bédié, et ça j'en assume la responsabilité, parce que lui-même Henri connaît ma position sur beaucoup de choses, parce qu'on échangeait à l'époque, et il connaît ma position sur ça. Pourquoi avions-nous laissé le parti aller à la dérive, où les secrétaires généraux ne font pas leur travail, jusqu'au secrétaire général du parti qu'on a transformé en politicien au lieu de lui laisser le temps de faire son travail de gestion quotidienne du parti. Pourquoi avons-nous laissé le parti devenir ce qu'il est aujourd'hui? Ça, c'est la faute de tous les militants que nous sommes. Mais si c'est notre faute, il faudrait que nous assumions nos responsabilités pour dire la vérité au président du parti. En le disant, c'est pas dire qu'on n'aime pas Bédié. D'accord. J'ai écouté votre introduction tout à l'heure. Vous avez parlé de restructuration et de rajeunissement du parti que le président lui-même est en train de souhaiter. Mais bon sang de bon Dieu. Depuis combien de temps n'avions-nous pas pu organiser notre congrès? Parce qu'on n'a pas voulu organiser de congrès. Vous parlez de restructuration et de redynamisation, de rajeunissement du parti. Il faut qu'on respecte les textes nous-mêmes. Nous avons violé les textes de notre parti. Nous continuons de le violer tous les matins. Et vous croyez qu'en violant les textes, les statuts, le règlement intérieur d'un parti, c'est comme un président de la République qui viole la constitution du pays? D'accord. Alors, madame, non, je vais lui poser la question. Mais il faudrait qu'il me comprenne d'où je viens et où je m'en vais. Parce qu'on ne s'est jamais parlé. Il ne me connaît pas. Donc, ayant manipulé le parti à nos fins jusqu'aujourd'hui, ne soyons pas étonnés d'être arrivés à ce point-là. Maintenant, ma question, Jacques, après avoir fait cette démonstration, c'est de savoir aujourd'hui, parce que le problème qu'il vit contre son grand frère Ahoussou est un problème réel, qui risque de diviser la région et risque de diviser le parti. Je pose la question de savoir pourquoi aujourd'hui, au PDCI, on ne peut pas empêcher les cumuls de fonctions. Parce que, Ahoussou, mettons le côté politique à part. Il a été ancien premier ministre. Mais Ahoussou est député de la région. Pourquoi vouloir encore le poste de conseil général et vouloir céder la place à son jeune frère Loko? Il est encore ministre, hein? Il est encore ministre, madame. Ah oui, en plus, on l'a repêché pour dire, bon, il ne faut pas le faire souffrir, mais on préfère faire souffrir un autre frère en disant, bon, toi, on t'a consolé, mais va encore contre ton propre frère. Je dis non. Et frère Loko, je tiens à dire que moi, je te soutiens dans ce combat. Il faut que tu gagnes la générale de la région. Parce que, je vais parler Baoulé, on est fatigué des cumuls de fonctions. Donc, bats-toi pour prendre la région. Ahoussou est suffisamment servi. Voilà ce que je voulais te dire. Merci bien.
Merci beaucoup. Alors, Monsieur Aloko, hein, je crois que vous allez... Allez-y. Allez-y, Aloko. Oui, merci, ma sœur. En tout cas, vous avez écrémé un certain nombre de problèmes qui minent le parti. Mais je pense que le congrès à venir devrait être donc le cadre de discussion donc, de tous ces problèmes-là. En ce qui nous concerne, nous fondons beaucoup d'espoir sur donc, le vœu qui a été émis par le président de Dieu lui-même, à savoir le rajeunissement. Je dis bien, nous fondons énormément d'espoir là-dessus. Il faut éjecter donc du sang neuf. Il faut éjecter du sang neuf. Quand on a parlé tout à l'heure de l'absence donc du fichier nominatif, nous sommes désolés de le dire, c'est le très constat qui empêche donc de recourir à des critères objectifs donc de désignation de nos candidats. Mais, ayant pris conscience donc de ces faiblesses-là, de ces carences de notre parti, il faut tout simplement essayer donc de trouver des mesures idoines pour demain. Et c'est ça la vie. Mais ne rien faire, c'est plus grave. Alors, en ce qui concerne notre candidature dans le bélier, je tiens à vous rassurer que nous avions une adhésion populaire et massive dans des populations. Personne n'accepte aujourd'hui qu'on vienne leur imposer des gens. Voyez-vous, la question que nous posons, est-ce que vous pensez sincèrement que si Aoussou Jano était encore Premier ministre aujourd'hui, il serait venu encore pour être candidat au conseil régional? La réponse est non, puisqu'il serait un candidat qui s'appelle Yogo Pascal, qui est actuellement président du conseil régional de Tibis. Donc ça veut dire qu'il est un candidat d'une manière incidente. Il n'est pas un candidat à titre principal. Sa candidature est improvisée. Il est candidat par hasard. Et ce genre de comportement, c'est ce que nous ne voulons plus. Moi, ma décision est faite. Je n'accepte plus ce genre de choses-là. Et j'invite l'homme de militants à agir ainsi, parce que nous sommes trop timorés. Combien de fois on ne m'a pas téléphoné pour me dire, oh là là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu n'es pas ici, tu n'es pas pour ta vie, attention, etc., etc. Je réponds pour dire que nous sommes dans un monde moderne et il faut justement, si nous voulons faire de la démocratie, ne pas avoir peur de la compétition. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La démocratie se nourrit de compétition. Les consensus à tout va, ça ne règle absolument pas les problèmes. Vous avez parlé des primaires tout à l'heure, je vous avais dit que vous avez raison. Les primaires sont aussi de la compétition. Il faut de la compétition partout. Bon, maintenant, notre candidature, nous savons que nous allons gagner donc, ce conseil régional. Nous sommes sur le terrain. Alors, je vous parle, je peux vous dire que je ne suis même pas à Abidjan, je suis à Toumoudi depuis quelques jours. Tous les jours, je passe mon temps sur le terrain. Les frères de Didier étaient avec moi, donc la dernière fois, nous avons fait le point. Nous savons ce qui s'y passe. C'est déçu également. Tu vas dire, alors là, n'en parlons pas. Donc, je tiens à rassurer ma soeur que cette élection du conseil régional, nous la gagnerons et nous la gagnerons bien. Merci bien de me rassurer. Merci bien et bonne victoire à la région. Merci. Merci beaucoup. Alors, avant de prendre peut-être un auditeur et puis voilà, libérer M. Arthur, il doit être peut-être minuit maintenant du côté donc d'Abidjan. Alors, je vais prendre M. Ndri Bernard qui est donc délégué de votre parti au niveau donc du Texas, les États-Unis. M. Ndri Bernard, je ne sais pas si vous voulez dire un petit bonjour, ou bien bonsoir, j'allais dire à M. Aloko Kwasi Arthur depuis donc Toumoudi, en Côte d'Ivoire. Bonsoir Jacques. Bonsoir M. Aloko. Nous sommes contents de vous avoir. Ce problème de notre parti, ça devient récurrent. Vous n'êtes pas le seul dans cette situation surtout. J'ai contacté d'autres dans d'autres régions. Ils sont dans la même situation que vous. Mais on dirait que c'est de notre faute que tout cela arrive, parce que nous ne faisons jamais rien. Nous ne faisons rien. Depuis 20 ans que le président
où fou est mort, le PDCI ne va qu'à récurrent. Parce qu'on a toujours regardé des gens poser des actes et on n'a jamais rien dit quelque chose. On est là, on subit. C'est ce que nous avons au PDCI. Et on parlait de congrès. Peut-être que c'est après la mort de Didier qu'on va avoir un congrès. Il ne fait que rejeter. Un parti, après les législatives, après le présidentiel, on va encore à l'autre. Sans bilan, rien. Alors, vraiment, nous sommes écœurés, mais nous subissons jusqu'à ce que on ait quelqu'un devant encore pour diriger ce parti. Alors, monsieur Ndri Bernard, est-ce que le choix ne sera pas un peu difficile pour vous, hein? Vous avez l'ancien Premier ministre que vous aimez certainement bien, M. Arthur aussi que vous aimez très bien. Alors, où vous allez vous placer, hein? C'est du côté de la vérité comme Mme Yohan, ou bien du côté certainement de votre parti? Je suis plutôt réaliste. Hein? Je suis plutôt réaliste. J'ai été choqué quand ils ont publié les noms. J'ai 3 de mes camarades qui se trouvent dans la même situation que M. Aoussou, que M. Aloko. Je voulais parler de Salé Poli et je vais parler aussi de Boadouja. Ils ont suivi les mêmes choses. Chez moi, à Dembokro, Kwasi a suivi la même chose. Voilà, chez moi où je connais bien, voilà Ngessa Kofi Bernard qui était maire, il n'a même pas pu nettoyer la ville. Dembokro était dans la politique, maintenant vous voulez donner région. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est écœurant ce genre de choses. D'accord. Merci à M. Ndri Bernard. Voilà. C'est aussi dans votre région aussi, M. Aloko Kwasi. Arthur est donc aussi dans la région du Bélier. Il est donc délégué PDCI dans l'État du Texas. Allez-y, Arthur. Je vous remercie, cher frère. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre exposé de tout à l'heure. Je comprends votre amertume. On l'a vu tous. Mais ce qui nous fait tenir, ce qui doit nous faire tenir, c'est le sens du changement. Il faut qu'on croie au changement. Mais il ne faut pas que nous baissions les bras. Parce que justement, moi, dont je suis, et par rapport à ce que j'entends par-ci et par-là, j'ai compris que beaucoup de gens avaient démissionné. Beaucoup de gens avaient peur. Mais quand on a peur, on ne peut rien construire. Quand on a peur, on ne peut rien apporter. Il faut absolument que nous prenions notre courage pour dénoncer ce qui ne va pas. Même au sein de notre famille. Et c'est cela. Ma candidature n'est pas le symbole d'une résistance. Ma candidature doit être le triomphe de la vérité. Ma candidature doit être le triomphe de la transparence. Ma candidature doit être résolument le triomphe de l'inacceptation, de ce comportement-là qu'on a toujours vu, en certains pensent que le PDCI est un petit corps d'amis, finalement, au lieu d'être un parti de masse, on peut s'imposer comme on veut. Et que dans le même temps, quand on a besoin, par exemple, de cotisation des uns et des autres, on leur fait appel. Quand on n'a plus besoin de vous, alors vous appréciez, alors vous jetez. Non, moi je vous dis non. Il faut que nous réagissions contre ce genre de choses-là. Nous sommes militants du PDCI, nous avons des droits, des obligations vis-à-vis donc de ce parti. Le droit, oui, moi je suis en train de revendiquer un droit. Le droit à la candidature. Le droit à bénéficier donc de la démocratie. Je refuse aujourd'hui la frustration. Je refuse aujourd'hui de me retrouver dans une situation où je dis je suis frustré parce que mon parti ne m'a pas choisi comme une tête de liste. Je suis candidat. C'est ça, c'est la preuve vivante de ce refus-là. Et je pense que si nous sommes plusieurs à réagir ainsi, nous pourrions monter dehors ou faire reculer un certain comportement égocentrique de certains de nos frères, donc du PDCI RDR.
Merci beaucoup à ce qui est très bien dit. Alors, monsieur Aloko, Jacques, oui. Une petite précision que je voulais faire au niveau du parti. Est-ce que tu me permets avant de laisser le frère partir? Oui, allez-y rapidement. J'avais voulu prendre M. Paul Kwasi. Allez-y rapidement, Navion. Hein. Ah, d'accord, merci. Excusez-moi, frère Paul Kwasi. Frère Aloko, je voudrais que vous soyez le porte-voix de certains des militants des États-Unis du PDCI pour dire à la direction du PDCI que nous voulons voir le Congrès se tenir. Qu'on ne nous mène pas en bateau parce qu'on est en train de préparer le PDCI à entrer dans ce qu'ils veulent appeler le RHTP. Houphouët-Boigny ne nous a pas laissé un RHTP quand il partait. Nous sommes les héritiers testamentaires et légataires du PDCI. Il faudrait que le PDCI vive et reste PDCI. Que nous allions au Congrès pour restructurer ce parti. Il faut que nous ayons notre Congrès, quoi qu'il advienne. Voilà le message que je voulais vous demander de passer à la direction du parti. D'accord. De la part de certains militants du PDCI ici. Merci bien. Merci Jacques. Voilà, le message est noté. Hein. Je vais du côté de M. Paul. Je me ferai pas de porter ce message là où il faut. J'ai l'avantage donc de côtoyer la tête du PDCI, RDA, et je me ferai fort donc de porter ce message-là. Voilà, le parti national du Houphouët-Boigny doit demeurer national. Monsieur Paul Kwasi du côté de New York. Monsieur Paul Kwasi, allez-y rapidement. Merci bien, monsieur Jacques Roger. Merci à monsieur Arthur Aloko. Bon, ben, je suis Paul Kwasi. Je voudrais poser une question technique, parce que moi-même je suis de Djekano, précisément. Je suis un fils de Djekano. Donc, ma question est vraiment technique. Hein. Je voudrais savoir comment le découpage a été fait de sorte que Djekano et Toumoudi soient rattachés à Didier V qui est, je ne sais pas, plus proche de Bouaké et Tiebissou. Je dirais même Niam Sogo. Je ne comprends pas ce découpage. Comment pour la région du Bélier, hein, c'est donc Didier V, Djekano, Tiebissou et puis Toumoudi. Hein. Oui. Je n'arrive pas à comprendre ça. Vous n'arrivez pas à comprendre le découpage. Hein? Alors, je ne sais pas si M. Aloko a une réponse par rapport à ce... Voilà, c'est une gymnastique de faire Djekano, Toumoudi, on saute Niam Sogo. Didier V qui est plus proche peut-être de Demoko, on laisse Demoko et c'est Djekano. Je ne comprends pas ça. Bon, ma meilleure question, c'est au niveau qu'on appelle du programme de M. Arthur Aloko. Bon, ben, comme je vous ai dit, je suis de Djekano. Quelle politique vous envisagez pour la jeunesse de Djekano, disons de la région du Bélier, parce que cette jeunesse-là, qui est défavorisée, qui n'a pas d'emploi, où il y a un chômage, vraiment, le taux est vraiment élevé, hein, qu'est-ce que vous envisagez de faire pour la jeunesse de cette région du Bélier? Voilà, ok. Alors, Monsieur Aloko, vous avez vraiment la chance aujourd'hui d'avoir donc beaucoup de ressortissants de vos régions en ligne. Vous avez donc Monsieur Paul Kwasi qui est donc lui précisément donc de Djekano. Alors, je veux savoir exactement. Voilà, allez-y. D'accord. Je vous remercie, cher frère. J'ai fait le même constat que vous. J'ai trouvé un peu curieux le découpage. Mais à dire vrai, je n'ai pas d'explication plausible sur le ministère de l'Intérieur que nous écrivons, si vous voulez, sur la façon dont la région du Bélier donc a été conçue. En ce qui concerne donc le deuxième volet de votre question, à savoir le chômage de nos frères. C'est là le sens de notre engagement, je peux vous dire. Il s'agit pour nous de les regrouper autour d'activités génératrices de revenus. Puis individuellement, ils ne représentent rien et nos efforts également seront vains. Il s'agit pour nous. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'agriculture, oui c'est vrai, nous sommes dans une zone purement agricole. S'organiser autour donc de certaines cultures de manière à ce que ensemble ils puissent donc réaliser donc de gros projets agricoles et pourquoi pas par la suite faire le commerce du fruit donc de leur production agricole.
Nous avons aussi dans nos zones des richesses d'ordre naturel. L'exploitation de ces richesses de nos zones devait être pourvoyée de main-d'œuvre, en priorité de nos frères et sœurs de ces localités-là. Nous y payerons. Nous y payerons. Ensuite, il faut avoir et après tout, parce que souvent, le manque de formation de qualité est à la base, ou souvent est à l'origine donc, du chômage de nos frères et sœurs. Donc nous veillerons à ce que les uns et les autres puissent avoir une formation de qualité et adaptée très souvent aux besoins de nos réalités, c'est vrai régionales, mais aussi nationales. Voilà. Alors, prendre la dernière question et puis vous permettre certainement donc de nous donner votre mot de fin. Comme je l'ai dit, il est déjà minuit donc à Abidjan. Alors, Monsieur connaît l'accident, je crois qu'il nous appelle depuis l'État de Delaware, je pense. Hein? Alors, oui, Monsieur Koné. Oui, bonsoir. Bonsoir, Projet. Bonsoir. J'avais pris l'émission en marche. Bon, je n'ai pas pu vraiment entendre la raison pour laquelle a été débarqué. Bon, maintenant, je voulais parler au niveau de la corruption en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils pensent que l'indice de corruption a diminué en Côte d'Ivoire et les instruments qui ont été mis en place comme l'autorité de régulation et puis le niveau tribunal du commerce en tant que lui-même juriste, est-ce qu'ils pensent que ces instruments sont à même de vraiment juguler un peu le niveau de la corruption en Côte d'Ivoire, qui est un problème vraiment que tout le monde dénonce. Merci bien. Voilà, M. Koné vient avoir donc le regard du professionnel que vous êtes, hein, du droit, hein, sur un peu la corruption en Côte d'Ivoire. Le phénomène de la corruption est un phénomène mondial. Là, on n'a pas réussi encore à trouver les mécanismes pour l'éradiquer. J'allais dire 100% ou entièrement. Les mécanismes les mieux adaptés tendent à réduire donc la corruption. En Côte d'Ivoire, vous avez parlé par exemple du tribunal de commerce. Est-ce que ça peut être un moyen de réduction donc, de la corruption dans le milieu judiciaire? J'allais dire non. L'existence, la seule existence d'un tribunal de commerce ne suffit pas. Oui, ça peut suffire pour donner beaucoup plus de célérité, beaucoup plus de rapidité dans le traitement des dossiers. Et vous savez que le monde des affaires en a besoin. Mais dire que certaines existences permettent de lutter contre la corruption, je dirais non. Le problème de la corruption est un problème moral. C'est un problème moral. C'est généralement lié au niveau de développement aussi. Parce que dans nos pays, ça veut dire que la corruption est encore brutale, vulgaire. Ailleurs, c'est vrai, la corruption existe, on fait beaucoup plus attention. On la filme, on la montre. Mais chez nous, c'est vulgaire. Et je peux vous dire, à partir du moment où moi je considère que la corruption est un problème moral, constatons ensemble qu'on ne peut pas guérir un malade mental comme on guérit une grippe. Il faut beaucoup d'éducation, beaucoup de sensibilisation. Les méthodes, oui, il y en a. Oui, on peut en trouver. Moi, je peux vous suggérer, par exemple, une procédure simple qui, par exemple, permet de lutter contre la corruption ailleurs. Ce qu'on appelle la procédure par défaut. Ça veut dire quoi? Vous voulez obtenir, je dis n'importe quoi, un permis de conduire, de construire une maison. On vous demande de fournir un certain nombre de pièces. Des livres bien récépissés où il y a, par exemple, comment on appelle ça, une partie inviolable.
qui atteste que vous avez fourni l'ensemble des pièces. Et par la suite, on peut dire que si au bout de 15 jours, un mois, l'administration n'a pas répondu, le récépissé que vous avez tient lieu d'autorisation de construire. Vous verrez que l'individu qui sait, par exemple, qu'il faut tel papier pour pouvoir exercer telle ou telle activité ou obtenir telle ou telle autorisation d'exercer, et qui sait aussi qu'il manque quelques jours à attendre, il ne sortira jamais de l'argent après avoir mis la base dans le plan de l'administration de faire son travail. Donc cette procédure, par défaut, est une procédure qui peut être généralisée. Je ne dis pas que c'est la seule source, je ne suis pas en train de le dire, mais je suis en train de vous dire que c'est une source, c'est un moyen efficace donc de lutte contre la corruption, et je pense que nos États devraient approfondir donc cette piste-là, qui marche ailleurs. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Aloko Kwasi Arthur. Nous avons encore beaucoup de questions, mais nous allons peut-être vous avoir, pourquoi pas, une autre fois. Alors, votre mot de fin, et puis voilà, nous allons prendre un peu congé de vous. Allez-y, votre mot de fin. Je voudrais d'abord saluer les frères et sœurs de l'autre côté aux États-Unis, leur dire combien j'ai été heureux de les entendre, d'échanger avec eux sur les problèmes pour certains qui minent notre parti politique. Et c'est aussi ça, le parti politique, c'est ce qui fait vivre notre parti, les débats, les échanges, les coups de gueule, les reproches. C'est ça qui fait vivre donc, un parti politique. Aussi, donc les autres frères ivoiriens, donc de l'autre côté, sur les problèmes qui minent aussi donc notre pays. C'est en échangeant, en discutant, en confrontant les idées, que nous pourrions faire avancer notre pays, que nous aimons tous, donc notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voulais donc saluer chacun de vous et vous dire à bientôt, tout simplement. Voilà, à bientôt tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur Aloko, et voilà, au revoir.